quelles sont vos questions? Je suis sûre que vous en avez. Allez, Hélène. Bon, moi je suis partie. J'ai deux questions simples. La première, est-ce que selon vous, on peut envisager désormais un tourisme de qualité et non plus un tourisme de masse, donc sub-tourisme? Et la deuxième question, quid de la route de la soie mise en place par un président élu à vie, M. Xi Jinping, qui évolue à travers la Méditerranée et qui a des projets assez remarquables et considérables en la matière? Vos questions, elles sont pertinentes parce qu'elles sont d'actualité. Et je vais vous dire, nous avons eu un séminaire sur le surtourisme, qui a rassemblé d'ailleurs des gens venus de pays différents. Et c'est toujours le même problème. Le surtourisme, aujourd'hui, pour certains, c'est très différent. Hein. À Barcelone, par exemple, l'Espagne, vous travaillez, je ne vais pas citer tous les pays à travailler, on travaille partout. Mais en Espagne, aujourd'hui, à Barcelone, la population, pour elle, le surtourisme, c'est de dire qu'il y a trop de touristes parce que les loyers sont trop chers, etc. C'est une question sociale. Pour d'autres, le surtourisme, ce serait peut-être que, oui, à tel endroit, il faudrait limiter, etc. Ça va un peu dans tous les sens. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que si, sur chaque cas, je dis bien, chaque cas étant différent, hein, on donne bien. Mais si, par exemple, j'ai pris le cas de Venise, alors c'est impeccable, ce cas de Venise, il n'y a pas photo, mais le surtourisme, il commence là où, si vous voulez, la saturation a des impacts négatifs partout, si je veux dire. Donc, ce qui veut dire que, si je prends, par exemple, je ne sais pas, moi je prendrais le cas de Cannes, de Nice, etc., il y a sûrement une limite, hein, il faudrait la calculer. Et cette limite, le surtourisme, elle peut venir très vite pour la population, parce que la population dit voilà, l'impact du tourisme, ça fait monter les prix, non, plus chez nous, etc. Et puis il y a un surtourisme environnemental qui est très différent. Donc, je veux dire que, si vous voulez, nous sommes au début de tout ça, nous sommes au début. Hein. Et nous-mêmes, nous sommes impliqués sur des problématiques de ce type. Donc nous sommes au début. Et voilà pourquoi je dis que le tourisme, c'est compliqué, que certains en présentent. Mais maintenant, si on devait continuer comme ça, on voit bien, je ne sais pas si vous connaissez le site d'Agrigente en Sicile. Hein, vous savez, ce parc archéologique. Il y a quelques années, on nous a appelés, on dit voilà, vous savez, des problèmes parce que c'était pareil au Parthénon. Hein. On s'aperçoit que non, les gens ils viennent, ils laissent tout. Petit Pazin, tenez, en Algérie, ça a il y a 2 ans, un petit Pazin. Les gens font n'importe quoi. Alors c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est simple, il a fallu commencer à clôturer, à dire on va faire on va limiter la circulation, etc. Donc aujourd'hui nous y sommes. Les limites existent. Hein. Seulement, vous voyez, jusqu'à il y a 10 ans, il n'était pas question de parler limites. Les gens du tourisme ne voulaient pas entendre parler. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, le tourisme s'est fait au feeling. Quoi. Pendant longtemps, c'était l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier. Tant que ça marchait, ça marchait. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est plus tout à fait la même chose. Ça ne marche plus comme ça. Et nous disons toujours à nos interlocuteurs, si vous voulez faire, faites, et on vous assure d'une chose, c'est que non seulement vous faites une erreur, mais même le tourisme s'arrêtera par lui-même. Donc, il veut dire que, par rapport à ce que vous dites, évidemment, la route de la soie, hein, bon, route de la soie, qu'est-ce que ça veut dire sur le trou de la soie? Est-ce qu'ils ont prévu de développer quoi? Alors, les Chinois, c'est très intéressant, parce que vous allez voir, il y a quelques années, j'avais dirigé le pôle d'ingénierie touristique. C'était le seul en Europe qui ne s'adressait pas aux étudiants, parce que les étudiants, les masters, on connaît. Hein. Moi, j'avais convaincu un ministre qui m'a écouté de créer un pôle d'ingénierie pour des managers et des professionnels. C'était le seul. Et nous avons formé 450 managers à l'échelle internationale, dont les Chinois. Alors pourquoi les Chinois? Parce que les Chinois, quand ils ont su ce qu'on faisait, ils nous ont dit, nous on est très intéressés. Bon, d'accord, on va en prendre quelques personnes chez vous, parce que nous prenons que des gens qui travaillent directement sur le terrain. Et donc, nous sommes très liés aux Chinois aujourd'hui, je peux le dire, à tel point que c'est nous qui sommes responsables, je veux dire, de certains choix des Chinois. Et les Chinois, c'est extraordinaire. J'ai entendu dire un terme qui m'a beaucoup plu ce matin, c'était planification. Car en effet, on ne peut pas se passer de planification. Et les Chinois, quand on leur a dit que nous, on faisait de l'ingénierie planifiée, alors là, ils ont sauté à pieds joints dessus. Alors je réponds, la Chine a décidé un plan touristique, 13
secteurs géographiques ont été déterminés, dont l'île de Hainan, qui est entre le Nord-Vietnam et le Sud. Nous avons donc contribué d'ailleurs à dire où est-ce qu'il fallait faire l'aéroport sur cette île. Et donc les Chinois, ils ont dit, bon, mais puisque vous avez de l'expérience, et les Chinois, ils sont pas là, ils prennent tout ce qui est bon. 13 secteurs, et ils sont en train de nous suivre un petit peu. Maintenant, vous savez, bon, les Chinois, c'est pas si simple, hein. Ils prennent un bout ici, ils prennent un bout là, et quand on leur dit qu'il faudrait un peu limiter certaines choses, leur réponse est souvent celle-ci. Ils disent d'accord, on veut bien limiter. Quand on leur dit, vous savez, il faut limiter le carburant, etc., si on va trop loin, ils nous disent, écoutez, vous allez profiter pendant un siècle et demi, alors s'il vous plaît, taisez-vous. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire sur la route de la soie, on en saura peut-être un peu plus dans quelques temps par nos amis chinois. Merci beaucoup. Peut-être compléter un petit peu sur la question l'évolution, la transition. Moi, je pense que la réponse par rapport à votre première question de la santé, mais c'est une question quand même, effectivement, comme vous disiez, de capacité de charge et de régulation. Donc, ça veut dire que on régule avec les capacités, les compétences qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on se bat pour que, si on parle de tourisme maritime côtier, il y ait des stratégies au niveau régional, au niveau des mers régionales, qui donnent un grand cadre à ça, pour qu'ensuite chacun des acteurs, localement, puisse mettre en place de la planification et une approche multi-acteurs, avec effectivement des réponses adaptées à chaque territoire. On ne va pas apporter la même réponse au problème de croisiérisme à Venise qu'à des problèmes de surfréquentation hôtelière, des problèmes de fréquentation, y compris des infras et tout, sur notre côte d'Azur. Et puis la question, par exemple, de la surfréquentation de la Sagrada Familia ou alors un endroit de montagne qui serait emblématique, ce qui se passe, je ne sais plus, au Pérou, je ne sais pas quoi. Bon. Donc en fait, chacun doit pouvoir apporter une réponse appropriée localement et prendre son niveau de responsabilité, les décisions qui vont bien, là où il peut. C'est-à-dire qu'en gros, aux élus locaux, c'est quand même toute la planification locale, avec l'état de la planification maritime. Au niveau des régions, il y a des questions économiques à gérer aussi. Et puis au niveau des nations et des interrégions maritimes, eh ben, il y a des questions de stratégie sur lesquelles il faut s'engager. Et donc ça suppose quand même effectivement, en fait, moi je pense, cette capacité à appréhender les problèmes globalement, de façon transversale et interreliée, et puis cette responsabilité aussi à assumer, quoi, par tout le monde, y compris les touristes en question. Quand vous dites qu'on va tous sur 80 îles, ou je ne sais plus comment vous avez dit dans le monde, 18 80, bon voilà. Après, moi je suis responsable aussi d'une association qui promeut l'écotourisme, et on se pose aussi les questions, parce que là aussi on a un sujet. Si tout le monde on n'imagine pas par exemple de transférer tous les touristes qui sont sur le littoral dans l'arrière-pays en masse, parce que là l'écotourisme qu'on propose, c'est plus de l'écotourisme, ça devient du tourisme de masse. Donc là aussi, il faut travailler de façon un peu subtile, site par site, territoire par territoire, en ayant la conscience pleine de ce qu'on peut réguler, comment on peut le réguler. Je me permets de dire que c'est tout à fait vrai, mais que sans calcul et sans indicateur, on va pas très loin. Ah bah voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que quand on parlait des sentiers, on a travaillé là-dessus. Effectivement, on a travaillé sur des sentiers sur l'arrière-pays, les gens disaient, là, on va développer le cyclo, etc. On leur a démontré que si on passait de 10 à 50 à 100, c'était terminé pour aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est que dans le tourisme, c'est une grande nouveauté, c'est ça que je suis en train de dire. Pour nous, scientifiques, pour nous, calculateurs, c'est pas une nouveauté, nous connaissons tout ça. La grande nouveauté, c'est qu'on commence à nous écouter. C'est ça. Oui, monsieur. Oui. Alors moi, avant tout, je tenais à vous remercier pour vos deux présentations qui étaient vraiment hyper intéressantes. Moi, je suis architecte et urbaniste. En fait, j'ai commencé à croiser ces questions du tourisme qui m'intéressent vraiment beaucoup au Cambodge, en fait, en travaillant sur la ville de Siem Reap, pas sur les sites encore, mais sur l'utilisation des touristes de la ville qui est la ville servitude du site touristique. Et la problématique des sites encore, c'est l'utilisation de la ressource en eau, puisque une famille cambodgienne va utiliser 80 litres d'eau pour une famille de 4 personnes par jour, alors qu'un touriste moyen utilise entre 350 et 400 litres d'eau par jour, ce qui déstructure les sols et donc déstructure le site touristique. Donc finalement, le lien est assez vite fait. La première remarque que je souhaitais faire, c'est est-ce que finalement
si on analyse la question du tourisme avec les transformations et le vecteur de transformation à l'échelle territoriale que ça implique, si on regarde dans l'histoire, le seul parallèle qu'on peut faire, c'est la période de l'ère industrielle, avec autant d'éléments de transformation, de mécanismes économiques, de transformation sociale et sociétale, d'innovation aussi. Hein. C'est l'ère industrielle. Est-ce qu'on n'a pas est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse déjà le premier pas de prendre conscience qu'on est peut-être dans une ère qui est une ère touristique, qui serait déjà plutôt de dire que le tourisme est un des éléments qui compose l'économie en général localement, peut-être finalement c'est peut-être ce qu'on est nous aujourd'hui en tant que contemporains, on est l'ère touristique qui amène ce vecteur de transformation, donc ça c'est une des premières questions, une des premières remarques. Et ensuite la deuxième c'est que on a l'habitude de jouer avec des cartographies, évidemment on le sait, on le voit sur ce genre de cartes, où on amène des chiffres et des quantités, et je vous rejoins évidemment, il faut faire ce jeu du quantitatif. Par contre la problématique que nous on voit sur certains sites, on le voit spécifiquement en Corse même, c'est que ces cartographies sont chronotopiques, c'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont utilisées à certaines périodes de l'année, sur des périodes très courtes, et que les problématiques qu'on entrevoit en ce moment aujourd'hui dans les échanges avec les élus locaux, c'est comment étendre la saison, voire plutôt finalement disperser cette masse touristique dans le temps. Et la question c'est comment on organise un peu cette dispersion dans le temps pour que les écosystèmes puissent accepter cette quantité. Je suis sensible à ce que vous dites parce que le hasard a fait qu'on a eu affaire à encore. C'est quand même été à l'origine, si vous voulez, de l'équipe qui a été mise en place pour gérer, commencer à gérer un peu mieux encore. D'autant plus que, encore c'est très grand, hein, c'est énorme. Hein. Donc il y a une petite partie qui est utilisée aujourd'hui, il a fallu récupérer le site, hein, sur le passage, et les touristes, en fait, se sont localisés un peu à l'extérieur du site. Bon. Alors c'est la gestion des flux dont vous parlez. Et vous avez raison, la carte, c'est toujours pareil, il vous montre un truc qui n'est pas chrono, quoi. Hein. Alors, si on prend un truc chrono, et c'est ça les études qui sont intéressantes, c'est de faire des études par type de période de temps, hein, effectivement. Alors ça c'est important, c'est des pics, des trucs qui descendent, donc tout ça c'est vrai. Et ça fait partie tout à fait de nos activités. Et les architectes sont très sensibles, effectivement, à tout ça, puisque les architectes, ils sont au premier rang, si je veux dire. Quand on fait un complexe, quand on fait quelque chose, hein, automatiquement, surtout si c'est touristique, les architectes sont dedans. Et il m'est même arrivé de faire partie du jury national pour les architectes, hein, parce que certains avaient oublié que le vent est passé là, etc. Et vous avez tout à fait raison, et nous sommes tout à fait en phase là-dessus, et je répète que c'est bien la preuve qu'on doit travailler tous ensemble. Donc moi j'ai juste une petite remarque. Hein. Si on étale 500 touristes d'1 hectare à 100 hectares, et si on les étale aussi d'1 mois à 6 mois, il faut faire en sorte quand même que, en termes de gouvernance, la capacité à réguler ça, et que ce ne soit pas 500 touristes sur chacun des 100 hectares et 500 touristes sur chacun des mois, quoi. Parce que le modèle économique, la tendance, c'est quand même à optimiser, à maximiser les rentrées. Donc le risque, c'est ça, même si la régulation et l'étalement dans le temps, c'est bien une des réponses. Mais à condition que ça soit un vrai étalement, que ça soit pas juste on maximise. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on sache réguler. Oui, moi je voulais simplement apporter la vision d'un élu local. Et je dirais que la problématique du tourisme et l'aide que peuvent apporter les études qui sont vraiment importantes et les réflexions que vous conduisez, en fait, il vient du fait que l'élu local qui voyait ça comme une poule aux œufs d'or est en train de revenir sur cette idée et pense plutôt à nuisance qu'à apport. Et quand on considère l'apport financier que le tourisme apporte sur un territoire, il ne concerne que très peu de monde. Les emplois qu'il génère sont des emplois sans intérêt, entre guillemets, c'est-à-dire pour une partie de la population, peut-être que pour une toute petite partie de la population, l'emploi créé a une forte valeur ajoutée parce qu'il est propriétaire, parce que, etc. Mais pour la majorité des gens, c'est des emplois saisonniers, sans qualification, précaires, enfin bref, tout ce que nous n'aimons pas sur un territoire. Et jusqu'à maintenant, l'Europe, vous voyez la Méditerranée, alors moi j'ai l'habitude d'utiliser ça dans les réunions officielles comme le trempe-couillon de l'Europe. Et en fait, globalement, la totalité de l'Europe n'a qu'un rêve, c'est venir passer ses vacances en Méditerranée et sur nos côtes. Mais nous, Méditerranéens et habitants locaux de ces territoires,
le tourisme, c'est intéressant si tant est que ce soit en interaction avec la vie locale. Et en fait, c'est une transformation totale d'état d'esprit qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que une grande partie des territoires ne peuvent plus supporter cette surpopulation, mais cette surconsommation qui ne profite absolument pas au territoire. On a l'impression d'avoir des sauterelles qui arrivent. Non, mais honnêtement, qui détruisent. Il suffit d'aller se balader à Porquerolles avant l'été et après l'été, mais c'est une malédiction. Voilà. Et donc la réflexion à avoir, c'est pas forcément... vous avez raison, parce que ce qui pense à étaler le tourisme, c'est simplement ouvrir les ailes de saison. Et on est bien conscient que ouvrir les ailes de saison, c'est par exemple la gestion des lots de plage avec une, comment dirais-je, une possibilité, voire une obligation d'ouverture sur 8 mois dans la saison. Alors, je dirais que pour les locaux, cette ouverture en aile de saison, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut enfin aller dans un restaurant de plage, tranquillement, manger. Les week-ends, en ce moment, il fait un temps superbe, on peut profiter. Et effectivement, nous profitons, nous, habitants locaux, de cet espace. On a une chance dans ce développement différent, c'est qu'on a une grande partie, grâce au TGV ou à cause du TGV, de gens n'habitant pas forcément sur la côte, qui finalement passent une partie de leur semaine sur la Méditerranée, puis travaillent une partie de leur semaine sur d'autres espaces. Et finalement, maintenant, on prendrait plutôt une qualité de vie sur nos territoires à l'année plutôt qu'une surutilisation par le tourisme. Voilà, mais c'était juste l'avis d'un élu local qui a vécu il y a 18 ans avec l'idée on veut du tourisme, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et maintenant, le travail qu'on conduit, c'est des emplois intéressants pour notre population, non précaires et une qualité de vie intéressante. Ce que vous dites est bien confirmé, beaucoup de choses. C'est-à-dire que tant qu'on a atteint un certain seuil de saturation, les gens s'en fichaient. Maintenant on y arrive. Et la Côte d'Azur, et vraiment pour moi la Côte d'Azur c'est un labo. Je veux dire pourquoi? Parce que quand on regarde le développement touristique dans le monde, je viens dans le monde. Bon, écoutez, Acapulco, ça a commencé après. La Floride, ça a commencé après. Même l'Italie, contrairement à ce qu'on croit, a commencé après. Et finalement, autrefois, il y a Brighton, vous savez, au XIXe siècle, le Touquet. Mais ce n'était pas le tourisme d'aujourd'hui. C'était la villégiature limitée. Or, ce qui se passe, ce qui va toujours frapper sur cette Côte d'Azur, c'est la chose suivante. Le tourisme a commencé avec l'arrivée du chemin de fer. C'est le chemin de fer qui a tout déclenché. Au fur et à mesure qu'on avait le chemin de fer, hop, jusqu'à Menton, on va arriver, les Anglais, etc., ils commencent à construire, le tourisme commence, si vous voulez. Et puis après, quand on est passé au congé payé, alors là, c'était la mer, le soleil, évidemment, tout le monde voulait aller là. Alors je dis souvent, c'est incroyable, nous sommes en 2020, et la Côte d'Azur, au sens large, c'est une des plus importantes régions touristiques du monde. Et alors moi je dis, il n'y a pas la Tour Eiffel, il n'y a pas Chambord, il n'y a pas Versailles, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette Côte d'Azur? Alors, il y a des plages, vous savez, là, il y en a d'autres qui sont bien. J'ai quand même une petite réponse. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le génie des Azuréens. Je vous explique. Ils ont créé le carnaval pour que ça marche. Ils ont créé des casinos pour que ça marche. Ils ont créé des musées d'art contemporain pour que ça marche. On va refaire un bis agropolis. Il y a une continuité extraordinaire. Et l'aéroport, je me rappelle l'aéroport, moi quand j'étais petit, quand j'étais ici, il n'y a pas d'aéroport, on a joué au foot sur quel aéroport? L'État français n'a pas voulu créer l'aéroport de Nice, je le rappelle. L'aéroport de Nice, etc. C'est la CCI, c'est les gens de la Côte d'Azur qui eux-mêmes ont créé l'aéroport de Nice. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que la Côte d'Azur, c'est un vrai labo historique. Et un labo où on peut faire des choses. Mais je dis bien, même si nous on a des indicateurs, même si on peut aider, etc., sans le génie des hommes et la volonté des hommes, rien n'existe. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Je prends les deux dernières parce qu'on a un buffet qui nous attend. Donc je vous propose de continuer vos questions autour du buffet. On a un timing un peu serré. On a une demi-heure de retard qu'on essaye désespérément de rattraper. Mais là, j'avoue que ça commence un peu à échapper à ma planification. Donc je vous propose de prendre encore les